Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Tout d'abord, j'aimerais remercier nos commanditaires, les entreprises La Joie, qui sont agents manufacturiers en équipement de plomberie résidentiel et commercial, à Watts, qui fournit des drains pour les différents bâtiments, ainsi qu'à Bugatti, qui nous a permis de donner des cadeaux à nos invités. Cette semaine, mon premier invité pour l'épisode 1, Denis Tremblay de TLA Architecte, qui nous parle de sa passion pour l'ingénierie et d'où son côté entrepreneur est né. Merci et bon podcast! Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Salut Denis, merci beaucoup d'être là. Tout d'abord, au podcast Au-delà des plans. Premier épisode, Denis Tremblay de TLA Architecte. Denis, qui est Denis? Tu viens de où? T'es né à quel endroit? Oui, effectivement, je suis né. Ah. Donc, oui, je suis un Tremblay. Donc, il y a des grosses chances que je vienne du Saguenay, Lac-Saint-Jean, mais plus précisément du Saguenay, donc de Chicoutimi-Nord. OK, donc, OK. c'est la rive nord du Saguenay. Donc, je suis né là-bas, effectivement. J'ai fait mes études là-bas. J'ai 57 ans. On s'approche vers les 58 cette année. Donc, ça sent bientôt la retraite ou? C'est une retraite, pas nécessairement une retraite comme une passation d'actionnariat dans une entreprise pour peut-être vivre l'entreprise différemment dans quelques années, plus précisément 1317 jours. Donc, oui, ouais, je me souviens quand je t'ai appelé pour t'inviter au podcast, tu m'as dit attends un petit peu, tu ouvres ton application, tu as vraiment une application qui dit le nombre de jours. Oui, j'ai une application des comptes autant pour les vacances que les autres moments importants, dont la passation de TLA à mes jeunes actionnaires. Ah, OK. Mais si on en revient au début, tu me dis que tu viens du lac. Qu'est-ce que tu fais à Montréal, à Laval? Il faut que je te corrige, là. Je ne viens pas du lac. Ah non, tu viens du Saguenay, excuse-moi. Le lac Saint-Jean, c'est l'agriculture. Le Saguenay, c'est la ville. Donc, je te reconnais. Effectivement. Donc, fait que tu viens du Saguenay? Oui, je viens du Saguenay. J'ai étudié là-bas. Tout mon enfance s'est fait au Saguenay, à Chicoutimi. Mes études au séminaire. Ma mère croyait que peut-être je ferais un bon prêtre, mais ça n'a pas duré longtemps. Puis, j'ai fait ma technique d'architecture. Donc, je suis à la base un technicien en architecture avant d'être un architecte. Donc, c'est un parcours différent. J'ai fait 5 ans de technique d'architecture. Avant d'entamer. 3 ans. OK. Fait que tu as fait ta technique d'architecture, puis après ça, tu as été travailler au Saguenay? Non, je me suis expatrié tout de suite en 83. J'ai appliqué à l'Université de Montréal. Puis c'était dans les dernières années que c'est très contingenté, l'université, le baccalauréat en architecture. Donc, c'est très contingenté, ce qui fait qu'ils n'acceptent pas nécessairement des technologues en architecture parce qu'eux peuvent travailler. Donc, ils vont peut-être plus favoriser des gens dans d'autres decks ou peu importe là, au niveau des études avant de prendre des technologies d'architecture. Mais j'ai été comme dans une cohorte que c'était comme les derniers qui pouvaient passer, là. OK. Puis là, tu dis que tu venais du Saguenay, mais frères, sœurs, tes parents, ils faisaient quoi comme travail? Mon père était garagiste, donc en entreprise. Un des rares dans les années 70 il y avait un garage Renault. Donc, pour ceux qui connaissent un peu les voitures, c'est du métrique. Donc, tout est métrique, contrairement à toutes les voitures américaines. Donc, c'était sa spécialité, les Renault. Mon père est décédé jeune. Mon père est décédé à 42 ans d'un accident de voiture pathétique. Avec une Renault? Non, oui, avec une Renault. Ben oui, effectivement, avec une Renault. Ce qui fait que ma mère s'est remariée avec un autre Tremblay, quel hasard, donc qui avait le même prénom que mon frère. Donc, on a vécu pendant bien des années avec des téléphones calendriers. Donc, mon père, mon nouveau père, si on peut appeler ça comme ça, il était directeur des soins infirmiers dans une résidence personnes âgées. Et ma mère était à la maison. Donc, ma mère s'occupait des enfants. On était 3 enfants. Donc, on est encore 3 enfants. Oui, c'est ça. Ils sont encore là, eux. Donc, je suis dans le milieu. Moi, je suis la viande de la sandwich, là. Donc, il y a mon frère qui est plus vieux, qui est à Québec, puis il y a mon frère qui est plus jeune, qui est au Carrefour Laval. Au Carrefour Laval? Chez Apple. OK, il travaille. Il est gérant de plancher chez Apple. Ah, OK, excellent. Ce qui fait que je suis le seul qui a fait qui est en entreprise vraiment, là, puis probablement que j'ai hérité ça
J'ai hérité des 2 caractères peut-être de mes parents. Là, au niveau de l'entrepreneur, c'est sûr que c'était mon père. Tandis que tout ce qui est vie de famille, vie de groupe, puis tout ce qui est bonheur, je peux dire, dans l'entreprise, c'est un peu un héritage de ma mère. Là, on sait très bien que les gens du Saguenay sont très accueillants. Donc, ce qui fait qu'elle m'a comme donné le goût d'être comme ça, finalement, là, naturellement. Ouais. Là. Bien, à toutes les fois qu'on te voit en réunion, tes employés, ben, je dis tes employés, mais c'est tu traites exactement comme des partners, tu traites tout le monde à part égale dans le business. Je le dis souvent à mes plus jeunes associés, il y a 2 choses que je leur demande de suivre s'ils veulent que ça réussisse. C'est aimer le monde, puis faites-vous aimer. C'est simple. Là. Quand on a réussi ça, tant au niveau des employés, des collaborateurs, même les ingénieurs à la rigueur, les clients, donc tout le monde, faites-vous aimer, puis aimez-les aussi. Donc, à ce moment-là, ça devrait réussir. Autrement dit, rencontre-moi sur le trottoir ou rencontre-moi au bureau, ça devrait être la même personne, théoriquement. Là. Donc, je crois que c'est la clé de... Quand tu es au naturel, des fois, mes parents me disaient, compte jamais de mentir parce que tu vas te tromper dans ta bullshit un moment donné. C'est un peu la même chose au niveau de la personne. Si tu es comme que tu es au travail, comme quand on se rencontre dans la rue, ben si tu es quelqu'un qui est accueillant, quand tu vas arriver dans le quotidien ou ce que tu vas croiser la personne à l'épicerie, ben tu vas agir de la même façon. C'est sûr que c'est pas évident parce que il y a beaucoup de monde dans le monde qu'on rencontre. Donc, ce qui fait que c'est pas toujours évident de faire affaire avec des gens qui sont un peu comme toi. Donc, ce que je leur dis aussi, c'est soyez des bons comédiens, faites du théâtre. Je leur dis souvent, faites du théâtre, là, que ce soit avec des employés que vous n'avez pas le goût nécessairement de travailler avec, ou des collaborateurs ou des clients. Faites du théâtre, là, au pire, si vous êtes mal pris. Là. Mais c'est la clé, c'est la réussite. Si les gens t'aiment, ton entreprise devrait avoir une croissance. Oui, je pense que c'est la clé. Puis là, pourquoi avoir switché du Saguenay à Montréal? Tu m'as dit que c'était pour les études, mais y avait-tu du travail ou il n'y avait pas d'école dans le coin pour étudier? C'était moins propice? C'est difficile à dire parce qu'il reste que pratiquer comme architecte ou l'architecture au Saguenay, c'est quand même assez limité. Là-bas, je peux me tromper dans les chiffres, là, mais il y a peut-être une douzaine de bureaux d'architectes. Puis aux dernières nouvelles, ils s'étaient comme tous regroupés ensemble pour faire l'ouvrage. Donc, à un moment donné, ce qui fait que le travail est peut-être plus intéressant ici, à Montréal, qu'en région. Oui, puis on se remet, là... T'étais pas né, là, on parle en 83. J'avais 3 ans. T'avais 3 ans. Donc, en 83, quand tu sors de l'école, je pense que tu veux... Si tu es entrepreneur né, je pense que tu veux avancer, tout simplement. Puis tu fais peut-être des gestes ou tu prends peut-être des décisions que tu vas connaître l'issue ou la conséquence de ça plus tard, ou le dommage collatéral qu'il peut y avoir. Mais dans mon cas, c'est sûr que c'était toujours en progression. Puis c'est pas nécessairement du goût de l'aventure, c'est peut-être plus... C'est plus aller vers l'inconnu parce que en sortant comme technologue, moi, je suis un gars de dessin, donc je suis le seul, je m'appelle souvent le dinosaure au bureau parce que je suis le seul qui ne fait pas d'ordinateur. Je parle pas de traitement de texte, je parle vraiment du dessin. Là. Donc, que ce soit AutoCAD, qui est la base de tout bureau quand on commence à dessiner, ou que ce soit maintenant en Revit en 3D, je suis le seul qui a touché à aucune version. Là. Donc, je suis encore avec mon papier calque puis mes crayons. Là. Donc, ce qui fait que je dis, c'est un petit peu vers ça qu'on peut s'en aller quand on décide d'avancer. Mais c'est comme je dis, il n'y a pas de planification à l'âge que tu as quand tu sors de l'université, du cégep, c'est-à-dire. Puis, tu parlais du papier calque versus l'ordinateur. C'est-tu principalement à cause que ça brisait ta créativité? Parce que quand c'est arrivé au courant de ta carrière que AutoCAD, les logiciels, pour les gens qui ne savent pas, en architecture, on fait, on travaille au niveau soit Revit, AutoCAD, il y a quoi d'autre comme logiciel que... C'est pas mal les 2 principaux, là. Principaux, fait on partait du fameux plan papier, le blueprint, comme on aimait tant l'appeler, où avec le crayon, on corrigeait directement dessus. Fait que toi, t'es encore là. Moi, je suis encore là. Je suis...
c'est sûr, ce qui t'amène vers ça, c'est que à la base, je suis aussi un entrepreneur, je suis aussi un administrateur. Donc, ce qui fait que à l'ouverture du bureau, ça prend quelqu'un qui fait le travail un petit peu plus cartésien. Là. Donc, j'ai fait des payes, j'ai ouvert des enveloppes. J'ai tout fait au niveau du bureau quand on a commencé. Puis, quand j'ai commencé à travailler, quand on parle de 87, 88, 89, on était comme hybride. On dessinait un fond de plan, justement, à l'ordinateur AutoCAD, puis on le terminait à la main. Donc, c'était des moments de transition au niveau de la construction, au niveau du dessin. Ce qui fait que moi, je me suis plutôt dirigé vers potentiellement une dizaine d'années juste en surveillance de chantier, puis en conception d'école ou vraiment à la main. Okay. Puis la main devrait revenir de plus en plus. Il y a deux choses que je dis à mes gens au bureau, c'est que sortez le papier cadre puis dessinez à la main. Le cerveau, il est en deux moitiés. Hein. La plupart des gens, là, je parle des architectes, là, je parle pas des ingénieurs, mais... les ingénieurs sont de la même façon. C'est un gros cerveau. C'est un gros cerveau, mais les architectes et le monde conventionnels ont deux moitiés de cerveau. Tu les connais, les deux moitiés? Le gauche et le droit? Oui. Okay. Donc, il y en a un qui est vraiment l'esprit créatif, tandis que l'autre, c'est l'esprit cartésien. Donc, ce qui fait que quand tu prends ta main et tu dessines à main levée, justement, ben la création est beaucoup moins rigide que l'ordinateur, que c'est des lignes un petit peu plus carrées. Tu peux superposer des sketchs. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à la main qu'on ne fait pas à l'ordinateur. Donc, moi, j'encourage les gens à le faire. Puis l'autre élément que je disais tout à l'heure de qu'est-ce qui devrait être fait dans le parcours d'un architecte. Puis là, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup d'architectes qui vont écouter, là, mais je suis désolé, moi, à la base... La clientèle qu'on vit, c'est les architectes, les ingénieurs. Je vais quand même le dire. De toute façon, je n'ai pas peur de ce que j'affirme, là. C'est que moi, je pense qu'à la base, un architecte devrait être un technologue. Donc, pour comprendre le métier, pour être capable d'être à côté d'un technologue, puis d'être capable de le faire, le détail, de le dessiner, le détail. Mais effectivement, c'est pas la philosophie des universités de former des architectes technologues. L'architecte est vraiment pour le côté un peu création et liberté, et ainsi de suite. Là, c'est deux jobs. Donc, mais moi, je serais pour qu'il y ait une continuité dans l'apprentissage. Bien, je suis ton avis, parce que du côté de l'ingénierie, c'est un peu la même chose. Il y a deux écoles majeures. Il y a l'ETS qui forme des technologues qui deviennent ingénieurs, et il y a Polytechnique et McGill, Concordia, Sherbrooke, qui eux forment directement des ingénieurs. Donc, tu sors du cégep après Sciences Pures, et tu t'en vas directement comme ingénieur. Le gros manque que je trouve, moi, c'est l'expérience terrain, l'expérience technicien de voir c'est quoi les erreurs pour comprendre. Parce que qu'est-ce que je trouve bizarre des nouveaux ingénieurs architectes, c'est que souvent, il y a une supervision qui se fait sur un travail qu'ils n'ont jamais fait. Oui. Ben, c'est un petit peu pas le problème, mais le défi que les gens ont à apprendre, justement, sur les chantiers. Je disais tout à l'heure que j'ai fait une dizaine d'années de chantier. C'est ça qui m'a permis peut-être de mieux comprendre en 3 dimensions les problèmes, puis trouver des solutions aux différents problèmes. Tandis qu'aujourd'hui, avec le 3D, c'est sûr qu'on voit une petite différence. On travaille principalement en 3D, en 3 dimensions, ce qui fait que les plus jeunes voient vraiment le détail, ils comprennent beaucoup mieux que lors de mon temps à moi, là, que c'était vraiment en deux dimensions. Puis il fallait que tu ailles sur les chantiers pour mieux comprendre la composition des murs et des toitures. Là. Donc, le 3D aide à ce niveau-là, mais encore une fois, chaque expérience ou chaque apprentissage, c'est l'individu qui doit le trouver ou l'apprendre finalement. Puis ça, c'est par le travail, c'est un peu aussi le défaut des... Encore là, les architectes vont m'écouter, mais le défaut des grands bureaux. Là, Denis, je fais juste te dire, fais attention à ce que tu dis. Là. moi, je te garantis pas là, que tu vas sortir d'ici vivant. Il me reste pas beaucoup de jours. Heureusement, on n'est pas en direct. Donc, là-dessus, je suis correct. Là. Exact. Non, tu vas pouvoir au moins te retourner au bureau. Là. Non, ce que je dis, c'est que il faut que les jeunes, les grands bureaux, je parle des grands bureaux, des bureaux de 100, 150, 200 personnes, qu'il n'y en a quand même pas une tralée au Québec, là. Mais il reste que c'est un jeune qui aboutit dans un bureau comme celui-là apprend beaucoup moins vite qu'un jeune qui aboutit dans un bureau avec des plus petites cellules, qui fait beaucoup plus de choses, au lieu de dessiner encore là,
je veux dire une grossièreté, là, dessiner des escaliers pendant 2 mois de temps, là, donc d'un grand édifice. Donc, les apprentissages sont différents d'un côté et de l'autre, mais je pense que ça t'appartient à toi de trouver le meilleur chemin pour apprendre le plus vite possible. Parce que plus tu apprends, plus tu as une croissance. Plus tu as une croissance, bien, plus tu as une paye. C'est ça la différence. Parce que l'expérience, évidemment, vient avec le terrain, sauf que tu peux... Il y a 2 philosophies. Soit que tu te laisses dicter par la personne qui est avant de toi, que ça soit un bon coach, un bon gestionnaire. Fait que tu t'es laissé un peu à son bon jugement, à savoir si il te donne suffisamment d'expérience ou il te met dans des situations suffisamment critiques pour t'améliorer, prendre l'expérience et voir un peu là-dessus. Encore une fois, ça appartient à la personne qui veut apprendre aussi. Si cette personne-là, moi, je les qualifie ou je les nomme au bureau, soyez des bonnes éponges. Donc, si c'est une bonne éponge, c'est parfait, là. Si c'est un bloc de pierre, c'est autre chose. Donc, il faut être capable d'en prendre, il faut être capable de prendre la critique qui doit être positive par le pédagogue qui l'a fait, mais il reste que c'est un mélange de tout ça, finalement, qui fait que le technologue ou l'architecte a une belle croissance dans l'entreprise. Oui, c'est... Puis, tu sais, souvent, moi, je pars du principe que les gestionnaires, les entrepreneurs, c'est souvent des excellentes personnes au niveau financier, au niveau... qualité de leur travail. C'est des excellents exécutants. Sauf que des fois, une des choses que je me rends compte, c'est que le step de devenir un bon coach, tu sais, je donne souvent l'exemple de Wayne Gretzky qui était le top player dans la Ligue nationale, mais la journée qu'il a coaché, je peux pas dire un flop, mais il a appris énormément que c'était peut-être pas sa place pour aller là. Fait que c'est sûr que ça doit venir aussi du coach. Il faut que tu saches bien... il y a Maurice Richard aussi. Hein? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi. J'ai fait 3 parties. Ils vont me corriger sur l'Internet, là, mais ils ont fait 2-3 parties. Là, donc, non, effectivement, c'est je dirais la grosse différence ou la différence qu'on voit de plus en plus ou qu'on s'aperçoit, c'est que l'université n'est pas là pour former des entrepreneurs. Elle est là pour former une base, comprendre un métier, une profession. Mais pour devenir un gestionnaire, comme tu appelles, ou plus un leader dans une entreprise, ça part de la personne. Donc, si la personne, comme je disais tout à l'heure, t'as dans ton sang un côté entrepreneuriat, donc c'est sûr que ça aide pour aller plus loin. Puis si tu es une vraie personne, ben, je pense que ça devient des combinaisons qui sont gagnantes là, pour que les gens aiment travailler pour toi. Donc, c'est un amalgame de tout ça qui fait que tu deviens un bon leader. Pour ne pas surutiliser le mot leader, là, comme leader, une autre fois leader. C'est ce qu'on entend de plus en plus, là. Mais il reste que c'est quand même la base d'une bonne entreprise d'être capable de bien communiquer puis que les gens aient le goût de te suivre. Que ce soit les employés, que moi je considère comme une famille, ou que ce soit les associés que tu coaches, que tu formes, on veut pas qu'ils deviennent tous nécessairement comme toi, mais au moins inspire-toi un peu. Vu qu'il y a une réussite pendant toutes ces années-là, je pense que c'est quand même un signe là, qui fait que ça fonctionne. La formule est bonne, la recette est bonne. Mets tes ingrédients à toi comme tu veux, là, mais la formule est bonne. Oui, c'est certain, ça. Puis quand tu engages, on va en revenir un peu plus tard, mais vu qu'on aborde le sujet, quand tu engages des architectes, ingénieurs, architectes, technologues. Non. Tu vas peut-être nous dévoiler que tu as acheté une firme d'ingénieur. J'en ai eu un. Tu as un ingénieur? Pendant des années, oui. J'ai eu un ingénieur qui venait du milieu public pour nous aider au niveau de démarchage de projets et ainsi de suite. Là. Il était de formation d'ingénieur. Là. OK. Vous avez caché ça? Ou ça coûtait trop cher. Après 3 ans, on n'avait plus les moyens. Là. Mais ça, quand tu engages un architecte, technologue qui... Sais-tu déjà, en partant, que ça va être un de tes associés? Les associés que tu as là, est-ce que tu les avais déjà ciblés day one, que tu savais que cette personne-là, évidemment, il faut continuer à voir son développement, mais est-ce que tu savais en partant que ça allait devenir un associé ou qu'il y avait un énorme potentiel à devenir un associé? Pas nécessairement. Je dirais en deux volets. Là, le côté employé, quand on engage un employé, je l'ai fait longtemps. Là, je l'ai délégué aux plus jeunes. C'est sûr que le portfolio, les beaux dessins de l'université et ainsi de suite,
ça a une certaine influence, même si dans le cartouche, on voit 8 noms là, qui ont fait le projet. Là. Mais moi, je dis souvent, tu regardes les yeux de la personne, s'il y a un petit peu de flamme là-dedans, puis on sent que ça veut bouger, parce que l'employeur, en architecture, il n'y a pas grand-chose à perdre, parce que si l'employé, comme dans n'importe quel domaine, ne fait pas l'affaire après une probation de 2-3 mois, regarde, tu t'en vas chez vous. Là. C'est tout simple que ça. Ou si on voit qu'il y a une belle croissance, ben là, ça continue. Mais il n'y a pas beaucoup de risques au niveau de l'employé. Pour l'entreprise, décider qui peut être un associé et qui peut prendre les rênes d'une entreprise comme la nôtre, oui, il y a eu ça aussi. Il y a eu une belle progression. J'ai des associés qui... Nous, on a mis en place ce qu'on appelle un profil de rétention d'employés clés. Donc, c'est des gens qui étaient jeunes, qui n'avaient pas nécessairement les fonds pour investir dans l'entreprise puis acheter des actions de l'entreprise. Donc, on a fait une formule qui fait que, graduellement, sont entrés dans l'entreprise. Puis ça fait quand même... on a commencé ça en 2012. Donc, c'est quand même... c'est un profil qui était sur 10 ans. Donc, c'était un plan de match sur 10 ans. Tout le monde le savait. Donc, il y a des employés qui sont devenus des associés qui sont avec nous depuis 15-20 ans, là. Dont un qui, ça fait 21 ans, qui est avec nous. Donc, il reste que, oui, tu crois ces gens-là, sont architectes, ils ont un pouvoir d'apporter de l'ouvrage au bureau et de l'exécuter. Donc, ce qui fait que, oui, on croit en eux, puis on investit en eux. Ce que je fais depuis peut-être 5-6 ans, c'est un petit peu plus agressif comme coaching. C'est vraiment de leur faire comprendre qu'à un moment donné, dans 1300 quelques jours, je ne vais pas leur dire parce 1307 jours, Denis. Je ne vais pas me tromper du chiffre. Donc, dans à peine 1300 jours et un peu plus, il y a quelqu'un qui doit prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, pour continuer cette entreprise-là. Parce que la vision première de Tremblay-Lécuyer Architecte dans le temps, c'était de créer cette pérennité-là. C'était pas nécessairement de se faire acheter par un plus grand bureau puis que ça continue. Pour moi, ça serait une solution pour avoir des actions plus rapidement, mais ça devient pour moi une forme de défaite dans le temps de dire qu'il n'y a pas de pérennité de TLA après 25 ans l'année prochaine. Là. Donc, contrairement à d'autres bureaux d'architectes, ben, nous, il n'y a pas un papa, il n'y a pas un oncle, il n'y a pas quelqu'un avant nous qui avait ce bureau-là. Nous, on l'a parti scratch. Comme je dis souvent, en 1997, avec Stéphane Lécuyer, on a décidé de partir. On s'est construit un bureau, on s'est mobilisé pendant peut-être un mois et demi. Puis le jour 1, en novembre 97, on est arrivé dans notre local, les téléphones sur le tapis avec un technologue. Donc, c'est ça qui est la base de notre start-up d'entreprise. Mais j'ai une question qui me vient. Tantôt, tu parlais que ton père, il était entrepreneur, qui avait un garage Renault. Puis là, tu sais, tu viens de Saguenay, je suis pas mal sûr que tu parlais un peu de la situation des architectes. Il n'y en avait pas beaucoup, il n'y avait pas beaucoup de jobs là-bas. Est-ce que tu t'es dit, peu importe ce que je fais, je pars une business, ou tu as fait, je m'en vais en architecture? C'était quoi ton plan quand tu étais jeune? Pourquoi l'architecture? J'en avais pas vraiment. Honnêtement, là, je dis souvent que, puis ça, c'est un petit peu plate d'entendre ça, là, mais que je suis né architecte, là, parce que j'ai toujours été dans les plans, dans les dessins, dans des Legos, les fameux. Dans notre temps, il y avait des blocs Lego. Mes enfants ont encore ça. Encore ça que c'est bon. Donc, il y a des petites valises. Puis je joue pas mal avec. Bon, c'est bon, ça. C'est bon pour un ingénieur. Ouais. Donc, il reste que la vie te mène où tu veux aller, là, dans le sens que non, pas vraiment, mais ce que je voulais, c'était dessiner. Et puis, je suis pas devenu entrepreneur du jour au lendemain. La petite flamme adore en toi. Puis, il a fallu que je fasse un parcours. J'ai travaillé dans 3-4 bureaux, des petits bureaux. Donc, pour moi, que je sentais déjà que dans des petits bureaux, j'apprenais plus. Donc, la journée que je travaillais dans un petit bureau, selon moi, pouvait équivaloir à des journées dans un grand bureau, ce que je fais toujours la même chose. Donc, je me suis révélé une couple de fois dans des projets. Beaucoup aussi comme je disais tantôt, beaucoup de chantiers, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'interrelations entre celui qui dessine et celui qui construit. Ce qui fait qu'il y a... Puis j'étais comme ça aussi. Donc, c'était pas, regarde, j'ai un gros chapeau d'architecte, puis tu vas recommencer ton mur, là. Regarde, on peut-tu faire autrement? Y a-t-il moyen que tu m'expliques pourquoi tu l'as fait comme ça? C'était beaucoup de dialogue, comme dans n'importe quoi, qui fait que je me suis bâti, dans mon cas, moi, je me suis bâti une certaine réputation qui fait que ça a toujours bien été. Mais il reste que les bureaux, les cheminements dans chacun des bureaux, l'équivalent peut-être d'1 an, 2 ans dans des bureaux, ce qui fait que j'ai beaucoup appris. Puis à un moment donné,
Moi, je suis sorti en 87. J'ai eu ma licence d'architecte en 89, 2 ans plus tard. Et en 90, j'étais déjà associé dans un bureau. Donc, ce qui fait que le parcours est quand même assez rapide. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, il y a des gens qui ont reconnu qu'on va l'associer au lieu qu'il fasse autre chose, là. Donc, il part de son bureau. Mais j'avais besoin de ce temps-là pour apprendre les rudiments, pour apprendre les bases, c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi avoir ton propre bureau. Donc, ce qui fait qu'il y a eu un cheminement rapide. En l'espace de 7 ans, on a pris la décision de partir, Stéphane et moi. Les deux, vous étiez... Dans le même bureau. Dans le même bureau. Ouais. Stéphane ce bureau-là, une histoire courte parce qu'il y a beaucoup de dates, puis quand tu es vieux, là, ou tu es plus vieux, il y a beaucoup de dates à se souvenir. Là, puis là, je ne me souviens pas de toutes les dates. On va faire un arbre pour bien comprendre les dates. Moi, je vais sortir mon iPhone là, pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Là. Mais il reste que... je fais une petite chronologie rapide. Quand j'étais à l'université en 87, je suis rentré. En 89, j'ai décidé de faire du parrainage. Donc, parce que je m'étais aperçu, moi, quand je suis arrivé à la première année d'université, c'était En plus, j'étais cartésien technologue. Donc, j'étais vraiment comme refermé sur moi-même, puis je comprenais pas un peu dans quoi qu'on s'embarquait. J'aurais aimé avoir un parrain, là, qui vienne me détruire durant mes expositions de projets au mur. Là. Donc, ce que j'ai fait par la suite. Donc, en 89, j'ai décidé, moi, d'aller chercher toutes les photos des jeunes, mettre ça dans un sac. Puis j'ai souvent dit... puis j'ai invité les 3e années à piger. Puis moi, j'ai tout le temps dit que j'ai pogné le fond du sac qui était Stéphane Lécuyer. Donc, c'est cool. J'aimerais ça être partner avec toi, Denis. Ça a l'air plaisant, les discussions. Il restait 3 photos. Okay. Donc, personne ne les voulait. Moi, j'ai ramassé le fond du sac. Il y avait donc Stéphane Lécuyer. Là, on s'est suivi. À partir de 89, on s'est suivi tout le long de notre carrière, ce qui fait qu'en 90, on s'est ramassé dans le même bureau. Puis la complémentarité entre les deux personnes. Tu connais un peu Stéphane? Non, zéro. Tu connais pas Stéphane? Stéphane est tout l'opposé de moi. Donc, ce qui faisait que Stéphane était vraiment l'artiste des deux. Là. Donc, c'est Stéphane, mon crémage à gâteau, comme je l'appelle des fois. Là. Donc, Stéphane faisait l'architecture. Moi, j'étais plus un gars de programmation, un gars de... Par contre, on était très complémentaires. Puis le mot qui existait souvent, puis que je réitère dans l'entreprise tout le temps, c'est le respect. Donc, respecte comment ton associé est, puis prends ses forces. De toute façon, le respect, c'est dans n'importe quelle couple, dans n'importe quelle situation. S'il n'y a pas de respect, ça ne fonctionne pas. même au hockey, il y a du respect. Donc, dans la même équipe, je parle. On l'a vu quand John Tavares s'est fait blesser par Corey Perry. Je sais que tu es un amateur de hockey, fait que je suis certain que tu l'as vu. Corey Perry sentait mal, très mal. Il a été le voir. Carey Price a été voir John Tavares quand il était sur la civière. Puis, tout de suite... Bon, il y a eu les incidents par la suite là, que Corey Perry il a payé le ça, prix. c'est les lois non écrites dans le hockey. Là. Il reste que c'est comme ça. Mais je compare souvent... Nous, on est un bureau quand même relativement qui bouge beaucoup. Donc, je compare souvent à une équipe de hockey. Là. Donc, on est tous différents, on est tous complémentaires. Et ça prend du respect entre toutes nous autres pour que ça fonctionne. Donc, que l'entreprise puisse avancer. S'il y en a un qui score moins, regarde, il fait d'autres choses de mieux. Là. Donc, c'est le même principe que le hockey. Puis, je suis arbitre au hockey en plus. Je suis le plus vieil arbitre au COSAM. J'ai 1000 matchs. Donc, je concilie souvent des plus jeunes, parce que je peux plus jouer, là. J'ai plus de genoux, là, mais je concilie souvent des équipes. C'est du dialogue. Quand tu es arbitre, tu apprends beaucoup à prendre sur toi, puis à concilier un peu ce qui se passe comme dans la situation. Donc, sur la glace. Moi, je suis pas sur la glace. Là. Sur le béton. Mais c'est le même principe. Là. Le principe reste là quand même. Là. Non, je pense que le respect, c'est à la base de toute association. Que ça soit dans un couple, avec les enfants. Si tu veux que quelque chose avance, peu importe un projet, là, on va parler de projet, mais si on veut qu'un projet avance, à la base, il faut que tu respectes l'autre parce que l'idée de l'autre n'est peut-être pas la meilleure idée pour l'instant, mais avec l'évolution, on l'a vu quand on travaillait ensemble, souvent on partait d'un plan et quand on le regardait du début à la fin, les premiers esquisses, les premières idées n'étaient pas nécessairement ceux-là qui étaient tout à fait gardés ou ils étaient modifiés. Fait que c'est ça un peu la beauté, c'est quand il y a un respect dans ça. Puis sur les chantiers de construction, souvent, puis on le voit encore, je te dirais que les mentalités ont changé un peu, mais du côté
ingénieur architecte, souvent on était mal perçu par les corps de métier qui exécutaient les plans qui avaient été faits en disant ils connaissent rien. Aujourd'hui, il y a un plus grand respect en disant la personne a pensé à ça, j'ai peut-être une idée, puis les idées qui sont amenées peuvent faire évoluer la construction au niveau des chantiers a beaucoup changé dans les dernières années. Pourquoi aussi? Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui prennent la place des gens que ça fait 30 ans que je le fais comme ça, là. Nos fameux 30 ans que je le fais comme ça, tu ne me diras pas comment le faire autrement, là. Donc, il y a les jeunes aussi qui rentrent dans les chantiers. Donc, ça fait une différence. Puis quand ce jeune-là est moindrement sensé ou que le respect s'installe aussi, ça fait toute une autre dynamique au niveau de la construction. La construction a énormément changé au niveau des... v'là 15-20 ans, c'était les firmes d'ingénierie qui menaient les chantiers, qui menaient les projets. Depuis... peut-être une dizaine d'années, c'est vraiment les entrepreneurs, c'est les promoteurs qui mènent les chantiers, qui mènent les projets, qui font le développement des projets. Contrairement en Europe, que la profession d'architecte est autrement valorisée qu'ici au Canada ou aux États-Unis, là. Nous, on est je ne vais pas dire qu'on est de la sous-traitance, mais on fait partie du processus normal ou le mal nécessaire, que je dis souvent en ingénierie. Les ingénieurs sont le mal nécessaire à nos projets. Là, tu me dis que les architectes écoutent. Les ingénieurs non, pas. C'est bon. C'est les promoteurs qui vont en gain. Que pour eux, architectes, ingénieurs, c'est des mal nécessaires. Je dis pas que toutes. Il y a certains promoteurs ou certains entrepreneurs que c'est vraiment... un énorme respect, comme on parlait des plans de vie, mais il y en a d'autres, ils cherchent un punch. Là. Il y en a encore beaucoup. Nous, on se bat beaucoup. Toi, pour le 20e, le 25e l'année prochaine, c'est-à-dire, moi, je veux partir une espèce de mouvement. Là. Je ne vais pas brûler ça, mais en réalité, c'est nommez-nous. C'est aussi simple que ça. Ça va être ces deux mots-là, nommez-nous. Tout ce qui est publication, moi, je me bats. Tu sais, je suis beaucoup dans les réseaux sociaux, beaucoup dans LinkedIn, entre autres. Nommez-nous, le minimum. Vous annoncez vos projets. C'est les agences m'aimeront pas, de communication. Denis, je ne sais pas si tu t'en rends compte, là, mais un moment donné, il y a quelqu'un qui va... tu peux pas taper sur tout le monde comme ça. Je pensais finir dans 1300 quelques jours, mais peut-être que je vais finir avant. Exact. Et peut-être à l'horizontale. Exact. Donc, par perfusion. En tout cas, j'assume parce que ce que je dis là, je le dis tout le temps, de toute façon. Oui, donc, je ne l'invente pas, là. C'est des vérités, mais c'est mes vérités. Donc, rendu à l'âge que j'ai, des fois, je peux dire mes vérités. Je vais les assumer de toute façon. T'es rendu sage, Denis. Je suis quand même rendu un sage. Bon, pas tant, là. Mais il reste que c'est ça, c'est que ça a beaucoup évolué. Mais dans notre cheminement à nous, c'est encore là, les fondements de main d'une entreprise, c'est les administrateurs, c'est les gestionnaires qui font la différence. Si tu étais comme ça au jour 1, moi, j'ai pas eu vraiment... Je ne veux pas dire que j'ai pas évolué, mais je suis encore le même gars que j'étais du jour 1 à 25 ans plus tard. Oui, bien la base... C'est la personne. Le côté inné que tu as d'entrepreneur, esprit de famille, tantôt tu l'as dit, ta mère t'a amené ces valeurs-là. Puis, les valeurs de TLA, si je ne me trompe pas, respect, communication... Il m'en manque un. Faudrait que j'appelle mon adjointe. Non, mais attends, écoute. Un appel. Écoute, ouais, c'est ça, tu as le droit à un appel, on va prendre le miroir ou l'appel. Non, mais c'est ça, c'est respect, écoute, communication. Ouais. Puis, je crois que c'est la base. Ça, tu avais ça inné en toi, tu sais, juste de où tu viens, d'écouter les gens en rencontre, tu veux pas. Quand, tu sais, moi, une chose qui m'a toujours impressionné, c'est quand on faisait des rencontres, qu'on était 20 alentour de la table, puis au début, tu fais une couple de jokes et là, tu laisses aller. Puis là, pendant 30, 45 minutes, t'écoutes, puis là, mané, fou, là, tu rentres dans le meeting. OK, ça. Ça m'a toujours impressionné comment tu étais capable de leader une rencontre, puis d'organiser ça, puis finalement, OK, cette idée-là, là tu plaçais les choses. Fait que, je pense ça, l'écoute, puis je vois ça de tes associés quand j'ai affaire à eux sur d'autres dossiers. Puis je le vois un peu, ce principe-là, ces valeurs-là. On parlait de respect tantôt, la communication, c'est encore plus important. Toutes ces belles valeurs-là, il faut qu'ils soient vraiment exploitées dans une entreprise comme la nôtre. On n'a pas le choix. Et
comme je dis, c'est vraiment les fondements d'une entreprise. Mais encore une fois, ça part des individus. Si tu joues une game, peut-être que cette game-là, elle ne plaira pas à tout le monde, mais tu peux faire ton chemin aussi. Il y a plein d'entrepreneurs qui font leur chemin de la façon qu'ils sont, puis le monde parle contre eux autres, mais le chemin avance. Sauf que quand tu te couches le soir, à part de ce soir, quand je vais me coucher, là. Oui, bien c'est ça. Non, on n'est pas en direct. Je suis correct. C'est ça, on n'est pas en direct, mais ce que j'allais dire. Parce que là, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont mal parler de toi, mais. En passant, j'ai une Lexus grise. Non, ça, c'est mon auto. Parle pas de même. C'est bon. Parle pas de même. Non, de toute façon, t'es-tu venu avec ta petite auto? J'aime mieux pas répondre à celle-là. Là. OK. C'est une Mini avec TLA là-dessus. Non, je suis venu avec un véhicule. Mon véhicule fait beaucoup discuter parce que c'est un gros véhicule. Puis je l'ai dit souvent aux gens, il fallait que je trouve un véhicule qui est aussi gros que mon ego. Puis je ne l'ai pas trouvé. Donc, je me suis contenté de celui-là. Là. Donc, OK. Ça, c'est une petite blague. Denis, tantôt, tu parlais avec Stéphane Lécuyer quand vous étiez en 94, 80... Quand on est parti 97. 97. Ouais. Mais tu as dit comme quoi que tu étais associé dans le bureau. Stéphane, était-tu associé en même temps avec toi? Stéphane avait réussi à se faire associer aussi. C'était une formule association. Quand tu es architecte puis tu rentres dans une entreprise qui existe déjà depuis quelques années, genre 20 ans, c'est plus difficile d'être associé autrement que nominal. Donc, t'entends ton patron qui te dit écoute, je vais te donner de l'argent que moi je vais en faire. Regarde, ça fait 20 ans dans l'entreprise. Il me semble qu'on ne sait pas à notre place. Donc, faire une histoire courte, pour faire des discussions pendant 2-3 ans de négociation, à un moment donné, nous, on se réveille et on dit, regarde, on a nos clients, on s'occupe de clients, comme toi, tu t'occupais de clients en ingénierie. Donc, c'est la même chose pour nous. Tu t'occupes des clients présentement, donc tu as des favoris. Moi, j'avais beaucoup développé pendant ces 8 années-là les commissions scolaires. Donc, moi, je suis un gars de scolaire. Donc, j'en ai fait des écoles, j'en ai fait une trolley. Là. Puis Stéphane, lui, développait plus le côté commercial. Toutes les images, on était identifiés comme des faiseurs d'images, là, dans le sens que tous les métros Richelieu, c'est nous qui faisions l'image à tous les 2-3 ans, changer les façades de magasins. Les Jean Coutu, les box de verre que vous voyez sur les Jean Coutu, c'est nous qui avons créé ça. Donc, les Brunet, les mythes, là, on les a pas mal toutes passées. Ce qui fait qu'on avait quand même un petit bassin de clients qui fait que on s'est tanné. Là. En 97, comme on dit, on s'est assis, on a dit, on part. On part, OK, on part. Mais c'est Stéphane. J'avoue que Stéphane est un petit peu plus jeune que moi. Il y a 3-4 ans plus jeune que moi. Stéphane est un petit peu plus fonceur à ce niveau-là. Il dit, regarde, on part. Puis je veux qu'on soit ensemble. Je dis, regarde, je vais te suivre. On va y aller. C'était, quand je dis que les téléphones étaient sur le tapis, ils étaient vraiment sur le tapis. Là. Puis les contrats n'étaient pas nécessairement tous là non plus. Donc, quand on part comme entrepreneur, il y a quelques mois que le salaire n'était pas là. Donc, on vit différemment, mais la croissance a été exponentielle. En l'espace de... On a commencé... En l'espace d'un an, on était une douzaine. Les ordinateurs commençaient à ce moment-là. On avait seulement que 8 ou 9 ordinateurs. Moi, je faisais un chiffre de soir. Donc, le jour, je travaillais. Le soir, j'allais souper. Je revenais. C'était à Laval, donc c'était proche. Puis là, on engageait des étudiants le soir. Donc, moi, j'avais une trolley d'étudiants. Tu avais l'équipe B? Oui, l'équipe B. Là, pendant jusqu'à 11 heures, là, c'est les gens dessinaient. Ça permettait, nous autres, de rentabiliser nos ordinateurs puis surtout sortir l'ouvrage. Parce que c'est tout le temps le défi qu'on a, c'est les livrables. Là. C'est pas nécessairement de faire de la création de ça, c'est les livrables. C'est encore le défi d'aujourd'hui. Là. Les dates, quand est-ce que l'entrepreneur veut avoir ça. Là. Mais c'est pas compliqué. Aujourd'hui, on signe un contrat. T'es déjà en retard. T'es en retard. C'est ça. C'est évident. Là. Ça ne changera jamais, ça. Là. Donc, je ne sais pas si ça va changer. Je pensais qu'avec la pandémie, il y aurait eu une variante. En fait, ça a été pire. De la pandémie. Oui, on s'en parlera tantôt. Mais, je sais pas si je reste, là. Oui, tu restes, Nicole. Okay. On peut le garder, je pense. Oui, ça devrait être pas pire quand on va le garder encore une couple de minutes. Bon. Mais... Non, effectivement, c'est... Non, on ne veut pas parler de la pandémie. Non. Bon, je te laisse aller. Mais fait que là, vous partez ça from scratch. Puis là, tu me dis, OK, moi, j'avais un beau CV du côté scolaire. Stéphane, beau CV du côté commercial. C'est connu dans le milieu du public avec... SEAO, je ne sais pas si ça existait ça devait être le BSDQ ou quelque chose comme ça. Là.
quelque chose de similaire à ça, il faut un CV là, pour obtenir des projets. Comment vous avez parti Comme de dans ça? toute entreprise, si moi je fais du scolaire comme chargé de projet pendant 8 ans et architecte associé dans un bureau, le CV, il est là. Il suit avec. Il suit la personne. C'est sûr que j'ai gardé des consortiums, j'ai gardé des liens avec les autres bureaux. Mais je n'ai jamais chicané, moi, quand je suis parti d'un bureau. On a gardé des liens. C'est jamais liens quand parce tu vas qu'on a continué travailler. à faire des écoles ensemble. Dans le temps, les écoles, c'était des territoires. Il fallait avoir le bureau sur le territoire. Donc, on faisait beaucoup d'associations comme ça. C'est comme ça qu'on a acquis, Mario Lacombe à Saint-Eustache. On a acquis un autre architecte à Saint-Jérôme, puis un autre architecte à Montréal. Donc, on a fait ça pendant une dizaine d'années. On a fait des acquisitions de bureaux pour avoir des places d'affaires différentes, pour être capable d'appliquer dans différentes commissions scolaires. Mais à un moment donné, en 2013-2014, ça a été des années plus difficiles, genre récession, mais pas récession totalement. Ce qui fait qu'on était rendu proche de 80, qui est quand même énorme. Wow! Là, il a fallu dire, regardez, là on ferme des places d'affaires, on rapatrie les employés dans ce qu'on est capable de rapatrier dans les locaux qu'on avait. On a gardé 2 places d'affaires. Donc, on a gardé une place d'affaires à Saint-Eustache et une place d'affaires qui est notre siège social à Laval. Mais ça a été des années un petit peu plus difficiles. Puis ce que j'ai trouvé le plus difficile, puis ça rejoint un peu le côté familial puis le côté équipe, c'est de prendre la décision de rencontrer 25 personnes pour leur dire que l'aventure est terminée. Donc, on a pris une formule, nous, de licenciement massif en groupe de 5. On pensait que ça serait plus sweet en groupe de 5, mais tu es quand même dans le groupe de 5. Donc, c'est un petit peu... tu fais partie de... pas nécessairement du bois mort, mais du bois non nécessaire pour chauffer le poêle. Donc, ça veut dire que on a fait ça. Ça a été une expérience quand même assez difficile, tellement qu'aujourd'hui même, je participe encore à des remerciements avec des associés plus jeunes, parce qu'eux autres trouvent ça dur. C'est facile de donner un 2 piastres, un 3 piastres de plus de l'heure, mais remercier des gens, puis aller chercher le côté personnel du remerciement, du lancement, je ne vais pas dire que c'est un art, mais c'est une approche qu'il faut quand même être... c'est délicat comme approche, sauf que moi, je considère que je le fais quand même assez bien parce que je ne triche pas en entreprise avec mes employés. Exact. Je suis capable de leur dire, je suis capable de leur parler franchement, puis je mets la table rapidement. C'est sûr qu'on tire la nappe vite, là, mais on met la table rapidement pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis les gens, habituellement, j'ai pas eu personne qui m'a sauté dessus, là, puis qui ont parti en pleurs. Les gens comprennent qu'on peut aimer ailleurs. On peut aimer... Il y a quelque chose d'autre après TLA. Ouais. Donc, mais les gens sont vraiment... Les gens sont vraiment... on a un profil qui fait que il y a beaucoup... Il y a peut-être 2-3 personnes par année. On est rendu 65, 66. Il y a peut-être 2-3 personnes qui partent par année. Donc, c'est quand même pas un gros roulement. Donc, les gens sont très, très attachés et, comme je dis souvent, sont tatoués TLA. Puis, on essaie de garder cette image-là qu'on est un groupe qui est tatoué TLA. On a beaucoup de... Tu connais un peu le bureau. Là. C'est sûr que le bureau, il est très social, que ce soit en sport, en hockey, en balle molle l'été. Journal de bureau, on est rendu à notre tréma, peut-être... je pense qu'on a rendu une trentaine d'éditions de tréma, 2 à 3 fois par année. Ça, le tréma, c'est un journal de bureau. J'ai déjà écrit dans le tréma. Oui, je me souviens de ça. Sésame. Oui, c'était pour Sésame. Ouais. Puis j'avais écrit pour... je crois que David m'avait demandé d'écrire un petit article concernant les premiers projets de résidence de personnes âgées qu'on avait fait ensemble. Avoir le volet ingénierie dessus. Fait que... Ça permet aux gens, autant nos collaborateurs, nos promoteurs, de les promouvoir, puis nos collaborateurs et nos employés de parler des fois d'autres choses que de l'architecture, un peu pour se connaître. On est un bureau aussi qui a un gros budget dans les opérations au niveau des activités, tout ce qui est événementiel. Donc, c'est facilement une douzaine d'événements quand même importants par année. Que ce soit la cabane à sucre avec des invités, des humoristes, ou l'été avec Téla Porte-Bonheur, notre organisme à but non lucratif, on fait des levées de fonds. Donc, Téla Porte-Bonheur existe depuis une dizaine d'années. On a déjà ramassé autour de 200 000, puis on a remis 200 000. Donc, pendant toutes ces années-là, à des jeunes, à la jeunesse, on encourage la jeunesse. Donc, très large comme mission.
Puis on fait notre défi TLA Porte-Bonheur à chaque année. Là, on ne l'a pas fait pandémiquement parlant, ni cette année. Mais ça, on rejoint des entreprises au-dessus de 400, entre 350 et 400 personnes à marcher et à courir dans les parcs. Pas dans les parcs, dans un parc en particulier, mais sous forme d'une organisation. Là. Exact. Donc, c'est une course... Typiquement, c'est une course hyper bien organisée, T-shirt, tout ça. Tu fais, là, je ne veux pas comparer marathon de Montréal, mais c'est une autre échelle. C'est une autre échelle, un peu plus petit, mais avec plein de collaborateurs dans le milieu de la construction qui agissent sur vos projets. Et on favorise aussi l'échange, l'interrelation entre les entreprises. Puis c'est notre principale levée de fonds qu'on fait à ce moment-là. Puis c'est vraiment festif. Puis il fait toujours beau. Donc, à date on n'a pas eu de pluie. Je me souviens une année... beaucoup de vent. Le matin, il y avait énormément de vent. Je t'avais appelé pour savoir, on court-tu? On court toujours. On court toujours. Bruno, on est là. On est là. Puis, Denis, ça m'a toujours intrigué parce que, tu sais, veux pas, il y a tout le côté architecture, puis, tu sais, comme tu en as parlé, tu es parti de 80, ramener ça à 50, bureau d'affaires. Là, vous avez bougé votre bureau de Saint-Eustache, on en parlera tantôt, à Saint-Jérôme, Mirabel. Tu sais, il y a plein de choses. Pourquoi avoir parti TLA Porte-Bonheur? C'est probablement... Je suis surpris, puis là encore là, les autres bureaux d'architectes écoutent, là, je suis surpris que les autres bureaux d'architectes ne se donnent pas cette couleur-là. Parce que c'est de remettre une partie des honoraires, une partie de l'argent qu'on est capable de recueillir, à donner aux suivants. Là. C'est plate de dire ça, là, mais c'est un peu ça, là, que ce soit des familles, des jeunes, ou c'est une couleur que j'avais décidé qu'on partait. Donc... il n'y a pas de raison autre que... C'est un beau véhicule. C'est sûr qu'en arrière de ça, il y a un trademark. Là. C'est sûr qu'on va chercher aussi de la publicité avec ça, puis de la reconnaissance. Mais à chaque fois qu'on présente l'entreprise à un nouveau promoteur pour avoir un contrat, puis qu'on met sur la table TLA Porte-Bonheur, bien, les gens font « wow ». Vous redonnez. Donc, c'est un atout qu'on a de plus pour aller gagner des points pour une offre de service, entre autres. Là. Mais principalement, c'est un OSBL. C'est pas une fondation, parce que la fondation, c'est compliqué. Une fondation, faut que tu ailles vers une cause précise. Que ce soit d'une maladie ou la sclérose en plaques ou peu importe. Là. Nous, on recueille l'argent puis on le donne à qui on veut, finalement. Mais on tourne toujours ça autour de la jeunesse et sa famille. Donc, c'est très large. On donne autant à la sclérose en plaques, on encourage encore beaucoup les maisons d'autistes, les maisons privées d'autistes qui n'ont pas de financement. Donc, vous avez, avec TLA Porte-Bonheur, avec Mario Lacombe, on a fait les plans de Sésame. Que ça. Donc, tu sais, toutes les... Si je me trompe pas, puis je ne suis pas gaffé, là, mais il me semble que tous les honoraires, une grosse partie des honoraires ont été couverts par ça. Donc, Sésame, qui est un organisme que je me suis occupé plusieurs années, qui ont aidé ma petite fille dans ça. Donc, non, j'étais super content dans ça. Mais c'est pour ça que c'est important. C'est sûr qu'on se sert de cet organisme-là. Mais quand on parlait tout à l'heure de famille, d'être vrai, d'être capable à la maison ou au travail, de continuer à être la personne que tu es, bien, l'entreprise, c'est une autre entité, puis on est capable de faire la même chose aussi. Là. Puis TLA est reconnu de plus en plus pour ça aussi. Donc, ça fait partie un peu du concept de l'entreprise, là, d'avoir cette couleur-là, d'aider tout le temps. Là. On aide. On redonne finalement. Oui, c'est ça. C'est... Tu sais, vous redonnez, mais en même temps, Denis, je me souviens quand tu en mets beaucoup de temps dans ça, puis je le sais que ça te redonne énormément, puis je trouve ça génial. Là, mais il faut que je retourne ça aussi à l'équipe. Là. On a la chance, nous autres, en 2012, si je me souviens pas, 2010, on a décidé de donner d'autres couleurs à TLA. On a du design d'intérieur à l'intérieur. On a 6 filles qui font le design d'intérieur. On a 4-5 personnes en graphisme. Donc, on fait du site web, on fait du graphisme, on fait de l'appellation de projet. Donc, on développe, on accompagne le promoteur, tant au niveau de l'architecture que d'autres services, qui fait que quand tu rentres chez nous, vous avez ça aussi. Oui, on a ça aussi. Puis c'est pas nécessairement des services qui sont payants pour nous, sauf que ça nous permet
d'étendre un peu plus large au niveau de l'architecture. Donc, on a parti ces services-là d'accompagnement qui fait que ça nous fait une différence. Puis ce que j'allais dire, c'est qu'au niveau de tout ce qui est événementiel, puis moi, je suis fatigué en événementiel. Là. Donc, ça veut dire que j'ai mon équipe en arrière de moi. Donc, puis quand tu me vois arriver dans l'atelier, l'aquarium que j'appelle, qui est tout vitré, quand tu me vois arriver dans l'aquarium, ils savent qu'il y a une idée en arrière de ça. Il y a une infolette à préparer, il y a un événement qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui m'a réveillé qu'il faut qu'on fasse. Moi, je pourrais aboutir en marketing parce que j'aime ça, le marketing. Puis le TLA, il y a du marketing dans le TLA. Puis c'est important de promouvoir ce marketing-là puis de faire différent des autres. Je regardais un peu les publications, c'est différent des autres. Donc, différent, Denis. Depuis que je vous connais, je pense que tu modifies. Tu ne changes pas le logo. Tu modifies le logo quasiment à toutes les années. Je l'ai même vu des fois en 6 mois. Tu as une idée, tout on switch. Là. Ouais, ça, les gens me trouvent fatigant un peu au bureau parce qu'il y a toujours un TLA quelque chose. Ouais. Mais oui, il y a un TLA pour ça, un TLA pour ça. Que ce soit un TLA en chocolat ou peu importe. On fait notre brand de notre A-tréma à la verticale. On fait beaucoup de promotion de ça pour que les gens nous voient finalement. C'est ça qui est l'idée. Puis en plus, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on fait de la bonne ouvrage. Donc, notre équipe, c'est une Christmas de belle équipe. Là. Ce qui fait que tout le monde est brandé sur la même façon de travailler, puis le résultat est là. Donc, pourquoi pas en profiter? Là. On fait la différence souvent entre d'autres bureaux d'architectes qui viennent nous choisir parce qu'on a cette image-là là, de complémentarité dans l'équipe, mais en plus du service qu'on donne. Là. Excellent, excellent. Regarde, Denis, on va faire une petite pause pour finir le premier épisode, mais on va poursuivre là-dessus pour parler des autres brands, continuer un peu sur la business. Donc, moi, j'aimerais ça remercier nos commanditaires. Tout d'abord, La Joie qui met en place tout ça, qui nous permet de faire ça. Il y a Watts, qui est un manufacturier de drains qui nous permet aussi de pouvoir faire le podcast. Et on a aussi Bugatti qui est un de nos commanditaires qui nous permet de fournir des cadeaux à nos invités. Donc, un gros merci et on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue avec Denis. Merci. Merci.